Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de nos conférences pratiques dentaires, dont ce soir le webinaire est consacré à un sujet essentiel qui est l'amélioration de la prise en charge bucco-dentaire des patients en situation de handicap. Depuis 2023, la nouvelle convention dentaire a ouvert le champ d'opportunités avec des dispositifs concrets qui sont la cotation de consultations bucco-dentaires complexes, des consultations d'habituation, des suppléments spécifiques et la grille APEX. Non, non, c'est pas un nouveau jeu de société, c'est pas non plus un nouveau mot pour le Scrabble qui nous rapporterait des points. C'est vraiment une fiche que l'on doit remplir pour valider les suppléments de nos actes de cotation. Alors derrière ces outils, il y a une ambition, rendre notre prise en charge des patients en situation de handicap plus efficace, plus humaine, et puis soyons honnêtes aussi, mieux valorisée par rapport au temps plus important que l'on va passer sur ces soins ou ces consultations avec ces patients. Pour nous présenter cela, j'ai fait appel au docteur Annabé Denisot, qui est une praticienne qui exerce en Haute-Savoie, qui intervient, qui effectue essentiellement des soins spécifiques, hein, sur des patients de tout âge, et qui est bien connue dans la maison, puisque c'est une ancienne vice-présidente et était responsable de santé publique, et donc qui était beaucoup investie et qui l'est encore au sein de notre association. Avant de lui passer la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions en cliquant sur l'icône QR qui se situe en bas de votre écran et on y répondra à la fin de la séance. Voilà, bonne session et je te laisse la parole, Anne. Ah, tu as coupé ton micro, il faut que tu le réouvres. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente de pouvoir partager cette expérience avec vous, puisque cette grille APEX, effectivement, peut paraître assez rébarbative, mais j'espère qu'avec les éclairages que je vais vous amener, vous serez plus à même de comprendre comment la remplir. Donc, de quoi on va parler? En fait, je vais vous donner quelques repères quand même, que vous ayez une idée de ce que ça représente, les personnes handicapées malgré tout. Et puis, on va essayer de bien préciser quand et comment vous pouvez utiliser cette grille APEX. Donc le handicap, c'est quoi? Historiquement, ça s'est fait plutôt sur la volonté d'égalité dans le sport, avec une définition que on connaît plus ou moins et qui définit le handicap par rapport à l'environnement et ses fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Après, un peu plus tard, l'OMS a fait une définition qui était un peu plus technique, on va dire. Elle a parlé de déficience avec une réponse médicale, d'incapacité avec une réponse rééducative et de désavantage ou de handicap, qui est un aspect situationnel, avec une réponse sociétale. C'est important cette dernière partie parce que maintenant vous entendez souvent: «Ah, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres», et tout ça, tout ce travail qui est fait autour du handicap se base sur ces 3 définitions. En fait, la plupart du handicap, ne se voit pas. La plupart des faut savoir qu'en France, on ne caractérise pas, enfin, on ne fait pas de chiffres et de statistiques sur le handicap facilement. Par exemple, l'assurance maladie ne possède pas réellement de chiffres puisque, les handicaps ne sont pas repérés comme tels. C'est-à-dire que, la CEPA, la caisse primaire d'assurance maladie est incapable de vous dire combien elle a de handicapés visuels ou d'handicapés auditifs dans ses participants. Ce qu'on sait, c'est un chiffre qui est très général. Voilà, 80 est invisible et ceux qui vont être concernés par notre grille APAX, ça va être plutôt les handicaps moteurs, un petit peu moins le visuel, encore qu'il faille quand même faire attention, mais ça, en général, les praticiens savent le faire, automatiquement. Le handicap auditif peut être un problème parce que parfois les vibrations, la surprise, et ça peut être associé à des peurs et des angoisses. Le troubles mentaux, par contre, font partie des choses qui vont nous amener à la grille APEX.
et puis, tous les handicaps moteurs, et le polyhandicap, bien sûr. Alors quelques chiffres, 2023, ça c'est pas trop ancien. Voilà, 13% de la population, une limitation sévère, hein, et quand même, 167 000 ou 311 000 adultes, qui sont accueillis en établissements médico-sociaux. L'enquête en diffraction, j'ai relevé quelques chiffres, pour vous donner une petite idée de la raison pour laquelle on a mis cette grille APEX en place aussi. En 2022, en France, 84% ont eu besoin d'un examen ou d'un traitement dentaire et seulement 65% y ont eu recours. Et en 2021, 90% des personnes qui avaient des problèmes, alors qu'il n'y en a que 35% dans la population générale. Les soins dentaires, c'est 5-6% de la totalité des soins, alors que c'est 15% en Europe. Donc, on est un petit peu en retard. On ne prend pas ça en charge très très bien. Et la plupart du temps, alors il y a aussi une partie qui n'est pas trop repérée, je pense, mais voilà. Alors, qu'est-ce que fait la profession? Ben, informer, expliquer, motiver, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les praticiens rencontrent les patients et il faut essayer au cabinet ou alors orienter vers un parcours de soins adapté. On a tout un travail aussi qui est fait par l'ensemble de la profession pour sensibiliser les étudiants, dédramatiser, hein, essayer d'organiser les soins. Et c'est tout le travail qui est fait autour des handiconsultes, par exemple, ou des travails de réseau. Alors bien, le Conseil de l'ordre a créé quand même des référents handicap. Vous savez qu'il y en a dans tous les départements et ils sont normalement capables d'orienter vers les praticiens qui font ce travail de prise en charge. L'UFSBD est très impliqué dans les formations et les actions de prévention d'établissement, et notamment le guide, on en parlera peut-être plus tard. Mais les chirurgiens dentistes ont vraiment un devoir d'assistance, de conseil et d'orientation aux patients. Et je dis ça parce que si vous ne vous sentez pas de faire vraiment du soin au handicap, vous pouvez quand même recevoir les patients et au minimum les orienter. Alors évidemment, il faut faire des consensus et des compromis, et toutes ces choses-là doivent être individualisées parce que chaque patient est une entité à lui tout seul. Et les protocoles existent, on peut se former là-dessus. Alors là, je vous ai mis un chemin qui vous paraît peut-être un peu compliqué. Vous savez que vous aurez accès au webinaire après, hein, donc vous pourrez revenir dessus. Moi, je pense que tout va dépendre effectivement, et vous le savez tous, que ça va dépendre de la coopération du patient. Si le patient est coopérant, eh bien, le chirurgien dentiste de ville va pouvoir intervenir. Parfois, il ne peut faire qu'une partie des soins. Faire un détartrage, un dépistage, c'est souvent possible. Quand les actes deviennent plus compliqués, on peut alors s'adresser à une structure de soins spécifique. Mais il ne faut pas que les structures de soins spécifiques soient des structures d'urgence et des structures de prise en charge. Pour une raison très simple, c'est que déjà, elles ne sont pas assez nombreuses. Donc, si on leur envoie des patients juste pour des contrôles ou pour des vernis, c'est un petit peu aberrant, évidemment. Elles coûtent très cher. Et donc, il faut absolument que les structures de soins spécifiques travaillent en totale coopération avec le réseau de chirurgiens dentistes local et que chacun prenne sa place dans ce réseau. La coopération, elle est très variable d'une séance à l'autre. Vous pouvez avoir des jours où le patient va être bien et vous écoutera, et des jours où il est un petit peu moins bien. C'est pour ça que cette grille doit être remplie à chaque séance. Et puis le type de soin va compter aussi dans ce qu'on veut faire, et sa localisation, parce que c'est évident que quand vous devez faire une dévitalisation de la 27 du haut, vous êtes quand même beaucoup plus en difficulté que si vous devez faire une 44 en bas. Voilà. Je pense que dans le soin, ce que j'ai appris au fil du temps, c'est qu'il ne faut jamais présumer de l'attitude du patient. Il faut bien préparer les consultations, commencer par le dentiste de proximité parce que c'est lui qui va vous permettre de gérer toute la prévention, et ça, c'est votre rôle à minima. Et si vous pouvez faire plus, ben, ça, c'est le bonus. Et vous verrez que si vous y mettez, on arrive à faire des choses. Donc, on est bien d'accord que ce qui va être le plus sur cette grille APEX, ça va être le handicap
physique, sensoriel, mental, cognitif, voilà, ou psychique sévère. On va l'évaluer au cas par cas pour chaque séance avec cette échelle APEX, hein, et des conditions spécifiques parce qu'effectivement, pour faire ça, vous allez prendre un petit peu plus de temps ou un peu plus d'énergie. Alors, échelle APEX, ça veut dire échelle des adaptations pour une prise en charge spécifique en odontologie. Un peu compliqué, je vous l'accorde. C'est ce qui permet de justifier des majorations des chirurgiens dentistes et, comme je vous l'ai dit, elle doit être remplie à chaque fois et conservée dans le dossier du patient. La plupart de nos logiciels maintenant le conservent. Ce n'était pas le cas au début, mais maintenant c'est pratiquement toujours le cas. Je vous conseille de la remplir parfois, si vous pouvez, en début de séance, parce que certains logiciels le nécessitent pour que la cotation apparaisse automatiquement. Cette échelle concerne uniquement les patients atteints de handicap, comme on a cité tout à l'heure, sensoriel. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la phobie dentaire ou le fait d'être âgé, quand on n'a pas de handicap, ou le fait d'être petit, ne donne pas accès à ces grilles. C'est dommage, je vous l'accorde, c'est en discussion, mais pour l'instant, ça n'est pas possible. Alors par contre, je précise, une personne âgée qui va souffrir de pertes sensorielles importantes pourra en bénéficier. Un Alzheimer, une neuropathie, bien sûr, ça pourra fonctionner. Donc voilà à quoi elle ressemble sur le site de l'UFSBD, mais il y en a d'autres, hein, évidemment. Elle doit se remplir par domaine et vous avez des aides pour remplir certaines cases qui sont les 2 annexes que vous voyez à droite. On va les prendre un par un parce que c'est plus simple. Le premier, c'est pas celui-là qui vous pose problème, c'est celui qui est le plus facile à remplir, c'est celui de la communication. Voilà, il suffit de lire, est-ce qu'on a besoin de la tierce personne ou pas? C'est souvent le cas quand même, ou alors est-ce qu'il y a pas de communication du tout? Donc si vous cochez une des cases bleues, déjà, rien qu'avec ça, vous avez droit au supplément. Mais souvent, vous en cochez d'autres, vous allez voir. Les procédures facilitatrices. Alors là, je mets en garde les praticiens qui ont de l'expérience et qui savent faire rentrer dans les soins un grand nombre de personnes. Parce que, je vous donne mon exemple pour moi-même, moi je fais beaucoup d'hypnose conversationnelle, un petit peu sans m'en rendre compte. Et au final, il y a beaucoup de mes patients où je disais, mais finalement, moi, je ne vais pas la cocher cette case. Mais en y réfléchissant, c'est un peu plus compliqué que ça. Si vous pratiquez l'hypnose pour réaliser les soins, si vous prenez des soins particuliers, vous pouvez cocher la case. Ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de la patience, ça vous demande un petit peu plus de temps. Ça représente aussi de la fatigue et de la concentration pour vous. Bien sûr que vous pouvez la cocher. C'est ça que je veux vous signaler. Voilà. Quand vous prenez la coopération, celui-là, il est facile à remplir parce que vous avez la possibilité de vous faire aider avec la grille. Réticent, manifestation d'opposition verbalement ou avec les mains, ça ça vous pose pas de problème. Ou très perturbé, s'il faut faire une contention, bien sûr. Alors, on va pouvoir se servir de l'échelle de Venn modifiée si vous avez des doutes. Parce que le doute, vous l'aurez entre quoi et quoi? Entre la position 2 et la position 3. Voilà. Il suffit de lire et vous voyez tout de suite que, si vous devez argumenter beaucoup et par exemple, si vous dites à votre patient: «Non, mais tu vas voir, on va y arriver, reste avec moi. Allez, regarde-moi, on y va, on essaye, je te monte sur ta main, j'avance avec toi. Regarde, est-ce que tu supportes, l'aspiration sur la joue? Oui, tu supportes? OK, on peut continuer. Est-ce que tu es d'accord pour avancer?» Voilà, ça, c'est un peu limite effectivement. Mais je pense qu'assez vite, vous pouvez, rentrer dans le 3 parce qu'avec ces patients-là, très vite, vous avez des stops et vous êtes obligé de recommencer. C'est-à-dire que, vous allez faire cette démarche une première fois, il va pas vouloir. Vous allez le faire une deuxième fois, il va pas vouloir. Vous allez faire un troisième, allez, vous passez. Ben là, vous pouvez cocher le 3. Alors, le patient en bonne santé, ben, les maladies systémiques modérées ou sévères, je ne vais pas vous les citer de suite, mais vous les connaissez.
Ça va être, ceux qui vont ajouter, du diabète, ceux qui vont ajouter, une SEP, ceux qui vont ajouter, un insuffisant rénal, celui qui va ajouter, un problème vasculaire, voilà. Déjà les 5 ALD rentrent là-dedans, mais pas que. Donc là, vous avez la classification ASA qui vous aide un petit peu, puisque, vous retrouvez, des exemples. Moi, j'avoue personnellement, c'est celle que j'ai le plus de mal à remplir parfois, puisqu'il y a des fois des choses un petit peu plus limites. Mais bon. Mais en fait, c'est pas grave parce que vous allez voir qu'au global, vous allez toujours en remplir un autre. Ensuite, vous avez les 2 dernières qui est le domaine de l'autonomie. Alors, besoin d'un accompagnateur. Alors, vous allez me dire: «Tous les enfants ont besoin d'un accompagnateur». Oui, vous avez raison. Mais cet accompagnateur ne fait pas forcément les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, je suis pédodontiste, je soigne les enfants, parfois avec les parents. Je peux avoir envie que les parents soient là parce que je leur parle, mais ils ne me sont pas d'une grande utilité. Alors que dans le handicap, ils me sont d'une grande utilité. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont me donner les signaux que je ne sais pas lire. Sur un patient qui est handicapé, parfois, il ne sait pas exprimer sa douleur, mais le parent ou l'aidant, lui, va la voir parce que lui, il a l'habitude de ce patient-là. Donc, je ne soigne jamais une personne en situation de handicap sans son accompagnant, parce que c'est lui qui va me traduire le comportement du patient. Donc ce n'est pas seulement pour l'aide au transfert, c'est beaucoup plus pour la prise en charge comportementale et la communication que je vais voir l'aidant à côté de moi. Voilà. Et puis l'aidant, il va aussi jouer son rôle d'hypnose à lui tout seul, parce que je vais lui demander de parler au patient, de le distraire, de lui raconter une histoire, de lui dire qu'est-ce qu'il va faire après. Et ça va m'aider, parce que s'il fait cette partie-là, moi, je vais pouvoir me concentrer sur le soin et je serai beaucoup plus efficace. Donc, l'accompagnateur, vous en avez très souvent besoin. Et puis le dernier, que personne ne coche à tort, c'est la présence d'un facteur de risque modéré en lien avec un syndrome, effectivement. Le domaine de l'état santé bucco-dentaire, bah ça, vous pouvez le trouver assez facilement. Celui-là, excusez-moi, celui-là, il est facile. C'est pas celui-là que vous avez du mal à cocher parce que vous le trouvez très vite, puisque en fait, ça, vous le constatez vous-même en tant que praticien. Troubles de la déglutition, trachéotomie, tout ça, c'est facile, pour nous. Et par contre, il y en a un dernier, je les ai un peu inversés, c'est dommage, c'est celui de la gestion médico-administrative. J'ai des praticiens qui me disent: «Mais pourquoi tu coches celui-là?» Ben, c'est facile, parce que quand ce patient vient, de l'IME d'à côté ou de l'ESAT ou de la maison de retraite quand c'est un Alzheimer, il y a toute une démarche que vous êtes obligé de faire parce qu'il ne vient pas forcément avec sa carte de sécurité sociale. Et même si c'est pas vous qui le faites, c'est votre secrétaire. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de réunir les informations, de faire une feuille que vous allez peut-être envoyer au tuteur, d'attendre, que vous soyez payé, de peut-être faire un rappel d'ailleurs au tuteur parce que lui, il a oublié. Tout ça, ça prend du temps. Et donc, c'est quelque chose aussi que vous pouvez cocher. Donc, un patient qui vient, pas accompagné par sa famille, mais qui vient par le biais d'un établissement, vous pouvez cocher la dernière case. Parce que évidemment que c'est plus compliqué d'avoir des rendez-vous avec des patients qui viennent d'établissements. Vous pouvez avoir des annulations parce que tout d'un coup, il n'y a pas l'accompagnant. Vous n'avez pas forcément tous les renseignements parce qu'ils ne vous écrivent pas. Ça nécessite à la secrétaire d'appeler pour donner les renseignements médicaux. Voilà. C'est vraiment une gestion administrative qui est un petit peu plus lourde dans le cadre, d'un patient qui vient, d'une institution, pas toujours, mais souvent. Voilà. Donc n'oubliez pas de cocher cette case-là, parce que vous y avez droit. Ce que je voudrais dire, c'est que si on reprend, tout ça, vous allez voir que même s'il y a une question à laquelle vous ne savez pas trop répondre, parce que vous la trouvez un peu plus difficile, à un moment ou un autre, vous allez cocher une autre case. C'est très rare qu'on n'en coche qu'une. La plupart du temps, on en coche plusieurs. Il n'est pas très communicant, il vient d'un IME, son accompagnant, j'en ai besoin. Ça, c'est assez simple et ça vient très vite. Très rapidement, vous en cochez plusieurs. Donc vraiment, ne soyez pas inquiets de ça. Donc sur le site de l'UFSBD, vous pouvez
l'échelle que je vous ai montrée, mais je voudrais préciser 2 ou 3 petites choses. Alors, dans les cotations, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les séances d'habituation. On en a droit à 5 par an. Utilisez-les et pas forcément pour être complètement présent. Votre assistante peut proposer une séance d'habituation pour que les parents ou les accompagnants viennent avec la personne handicapée une première fois dans le cabinet pour rentrer dans la salle d'attente, visiter les salles avec l'assistante, voir quel sera le fauteuil, rencontrer le praticien, même si c'est que 3 minutes, pour qu'ils disent bonjour, voilà, c'est ici que tu vas venir te faire soigner, ça diminue le stress de façon importante. Ces consultations blanches sont faites pour ça. Elles sont pas coûtées très cher, c'est vrai, mais elles sont faciles à faire et elles nous aident bien. Et pourquoi 5 par an? Ben, ça dépend du nombre de séries de soins. En fait, on peut, chez certains patients, le faire par série de soins. Il y a un patient qui vient, je sais qu'il a besoin de me voir la semaine avant ou 2 jours avant pour pouvoir venir faire son soin la fois d'après. Bah, honnêtement, c'est rare qu'on en facture 5 parce qu'on n'a pas des groupes de séances comme ça et voilà ce que vous avez le droit de faire. Donc sur certains autistes, par exemple, c'est très important. Ils ont besoin de temps, parfois, pour s'habituer au cabinet. La consultation complexe, ben, c'est normal, quand vous faites une consultation à 23 € sur un patient handicapé, vous passez un peu plus de temps, donc vous avez droit à la consultation complexe parce que vous y passez plus de temps. De la même façon, du coup, vous avez un supplément à l'examen bucco-dentaire. On est dans le même, schéma que la consultation complexe. Donc, vous avez droit à un supplément quand vous faites, le bilan bucco-dentaire chez les enfants notamment. En fait, tous ces actes, sont cotés avec un Y machin et cetera qui représente 100 € pour une seule prise en charge et 200 € pour 2 séances ou plus. Alors, dans quel cas vous allez utiliser le 2 séances ou plus? Celui une séance ou plus, celui-là, il est facile. Voilà, il est facile à faire et on le repère, rapidement. Par contre, le 2, on ne sait pas toujours. Par exemple, si vous faites une endo et que pour cette endo, vous avez besoin de le faire en 2 temps parce que c'est un peu long pour le patient, vous pouvez décider d'ouvrir la chambre pulpaire, de nettoyer, mais de ne pas fermer ce jour-là et de fermer la fois d'après. Eh bien, vous pouvez appliquer le Y 185. Ou alors, si vous faites une réparation pour une prothèse, ben, vous allez voir le patient une fois, 2 fois. Vous pouvez appliquer les 200 €. Donc, après, si vous faites plus pour la réparation, ben non, vous n'aurez pas le droit d'en appliquer plus, mais c'est assez confortable et généralement, ça couvre les besoins. Alors, les codes, si vous avez des doutes sur ce que vous pouvez associer, en fait, sachez que vous pouvez aller sur le site de la CCTAM et si vous allez sur l'aide à la cotation et que vous cochez votre Y, machin, vous aurez derrière toute la liste des actes que vous pouvez associer à ce Y. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute. C'est très facile à faire. Après, moi, je vous invite aussi à réfléchir aux codes, qui existent et qui sont apparus pour faire de la prévention, parce que ce sont des patients qui ont besoin de prévention. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser ces actes. Donc vous avez le vernis fluoré. Moi, je l'utilise beaucoup parce que, éviter qu'ils aient des caries, c'est quand même bien. Comme l'hygiène n'est quand même pas facile parfois et qu'il faut la mener, un petit peu de façon compliquée, bien faire des vernis fluorés, ça nous aide. Chez les patients adultes, n'hésitez pas à prescrire du dentifrice, soit le fluocaril 250, soit le Durafat. Rappelez-vous qu'une ordonnance de Durafat doit être faite pour 1 an. Le Durafat est un médicament, il est délivré sur ordonnance et vous marquez bien renouvelable pendant 1 an. Parce que sinon, il va être obligé de revenir à chaque tube. Il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Bien rappeler aux gens qui n'ont pas besoin de cracher ou de se rincer la bouche, qui peuvent cracher, mais ils ne sont pas obligés de se rincer la bouche. Ça facilite les gestes du brossage. Bien souvent, si vous écoutez les gens, ils rendent le brossage tellement compliqué qu'au final, ils ne le font pas. Si vous simplifiez les gestes, vous aurez une meilleure qualité d'hygiène et un meilleur, rendu. Je n'hésite pas parfois à dire à une maman qui a un polyhandicapé un peu compliqué,
que le jour où il est très énervé et qu'il veut pas qu'on brosse les dents, elle peut quand même passer une compresse sur les vestibules et que ça donnera déjà un résultat minimum. Elle met un petit peu de dentifrice sur sa compresse, elle essuie, le plus gros et elle repasse, pour enlever les excès et déjà ça donne de bons résultats. Alors je dis «elle» parce que dans ces cas-là, c'est souvent les mamans, mais vous pouvez donner le même conseil, aux aidants bien sûr. Le dentifrice Durafat chez l'adulte, ça marche très, très bien. Ça donne une vraie amélioration de la qualité de l'émail qui résulte du coup mieux au dépôt. Évidemment, à condition qu'on ait enlevé les dépôts avant de brosser les dents, je suis d'accord. La brosse à dents électrique, peut être une bonne aide parce que, même si on pense que la vibration, c'est compliqué au début, c'est vrai d'ailleurs, c'est compliqué au début. Donc les parents ont souvent peur de dire: «Mais la brosse à dents électrique, ça vibre». Ouais, mais c'est l'expérience m'a montré que on arrive à les habituer et que c'est un bon moyen de rendre, ces patients-là un peu plus autonomes pour le brossage. Parce qu'effectivement, la brosse à dents électrique, elle va faire le brossage, la plupart des mouvements pour eux et on n'a plus qu'à leur apprendre où la placer. Donc finalement, c'est déjà moins compliqué et on a des petits patients, enfants, qu'on va pouvoir habituer au brossage et qu'on va pouvoir autonomiser grâce à cette brosse à dents électrique et où les parents n'auront plus qu'à compléter un petit peu, mais ce sera beaucoup plus simple. Vous avez l'extension de la prise en charge du bilan parodontal, qui est quand même important. Il y a quand même 5 ALD supplémentaires, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Vous avez aussi le fluorodéamine d'argent. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de cotation et que là, vous pourriez appliquer un dépassement. Moi, je m'en sers vraiment parce que quand je suis un peu limite, et que je veux pas arriver jusqu'à une dévitalisation parce que je sais que cette dévitalisation va être difficile, que l'endo, je vais pas la faire bien, que j'ai un risque de me rater, eh bien, je peux choisir de vitrifier la carie quand je pense que c'est possible et de fermer avec un verre ionomère et vous verriez, ça marche quand même super bien et donc il faut pas hésiter à le faire. Évidemment, les derniers produits qu'on peut utiliser, ce qui est compliqué, c'est que le premier donne un vernis noir. Après, si on arrive à appliquer le deuxième, ça se voit moins. Mais il ne faut pas hésiter à expliquer aux familles. Par contre, il faut bien expliquer. Et sur les postérieurs, ce n'est pas vraiment un souci. Et bien remplir les dossiers aussi, pour qu'une autre dentiste qui passe sache que ce n'est pas une reprise de carie, mais bien un fluorodamine d'argent et c'est assez efficace, ça donne de très bons résultats. On espère la création, d'une CCAM avec, l'ART, parce qu'on sait aussi que globalement ça marche. Moi j'utilise aussi, la pulpotomie. La pulpotomie chez l'adulte, ça me sauve de faire une, endo, sur une molaire. Quand je sais que j'arrive avant, que, je vais pas pouvoir faire une bonne endo, mais que je ne suis pas allée enfin l'atteinte pulpaire est relativement faible, la pulpo sur les adultes, eh bien ça me permet de garder les dents au lieu de les extraire. Donc il faut que vous pensiez que vous pouvez faire une pulpo chez un adulte avec de très bons résultats et vous pouvez laisser la dent sur la l'arcade assez longtemps. Voilà, c'est tout des petites choses auxquelles on pense pas toujours, mais qui sont, importantes. Donc en résumé, voilà, vous avez cette fiche, sur le site de l'UFSBD. Si vous cotez, la grille APEX, vous avez soit les séances d'habituation, soit la consultation complexe, le supplément à l'examen bucco-dentaire et pour les actes techniques, le Y185 et en 2 fois pour le Y181 pour l'autre. J'espère que c'est assez clair. Voilà et si vous intéressez à ce qui peut se faire aussi bien en prévention qu'autour du handicap et cetera, n'hésitez pas à télécharger le guide qui va aborder à peu près toutes les problématiques, de soins, de réseau, mais aussi, les possibilités de prévention et les possibilités d'action dans certains centres qui peuvent venir vous solliciter. Après, à côté, il y a quand même des petites choses qui peuvent être, intéressantes à regarder. Il y a des pas mal de documents qui peuvent nous aider à comprendre,
comment ça arrive et pourquoi. Il y a les fiches pratiques qu'on a effectivement sur notre site, avec aussi, et je vous invite d'ailleurs à faire attention sur la grille Apex, les cotations, le domicile, mais aussi le cadre légal du majeur protégé. Faites attention, il y a quand même des choses à savoir de ce côté-là. Nous, on vous aide effectivement à remplir cette fiche avec les indications. Alors, je vais passer là parce que je voulais arriver à un autre site qui peut vous aider beaucoup à préparer la consultation. Voilà. Santé BD. Santé BD, c'est vraiment un chouette site où vous pouvez récupérer des bandes dessinées qui expliquent ce qu'on fait, nous, chirurgiens dentistes. Ça a été fait avec la participation du FSBD. Il existe plusieurs thèmes comme la prothèse, la couronne, l'extraction, la carie, le détartrage, l'orthodontie, enfin j'en passe, et même l'hygiène. Et ce sont des images. Et ces images, elles peuvent aider à communiquer. Alors, n'hésitez pas à proposer aux aidants de préparer la consultation avec Santé BD. Il y en a qui connaissent et qui l'utilisent. Santé BD couvre à peu près tous les domaines de santé, mais le dentaire en particulier. Et les images, ça peut aider quand on n'a pas les mots ou quand on pense que peut-être il ne comprend pas les mots. Il peut comprendre des images. Voilà. Dans Santé BD, tout a été étudié. Chaque mot, chaque phrase a été bien décidé en collaboration avec des équipes aussi de personnes en situation de handicap pour rester compréhensible. Donc, vous pourrez aussi vous appuyer dessus pour utiliser un certain type de vocabulaire. Ça peut vous aider. Et l'autre site qui peut vous aider aussi, c'est HandiConnect. Parce que dans HandiConnect, vous avez aussi des fiches d'aide et des choses qui peuvent vous aider à comprendre le handicap. Vous pourriez, dans HandiConnect, aller chercher par type de handicap. Ce que des fois intéressant malgré tout. Donc, voilà. Donc là, je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous dire cette fois-ci. Je voudrais que vous reteniez, c'est que tout est possible en réalité. Et si vous rentrez dans le soin, quel que soit le niveau où vous vous placez, c'est toujours une aide. Si vous êtes le praticien qui suit et qui fait le dépistage et qui fait la prévention, c'est déjà très important pour les patients. Parce que si vous mettez la prévention en place, c'est quand même dans le handicap que ça marche le mieux. C'est là où on a le meilleur résultat. Parce que les parents, une fois qu'ils ont compris que c'était important, ou les aidants, quand ils le font, ça donne vraiment, vraiment, ce sont nos programmes qui vont donner la meilleure réussite. Donc, je vous invite vraiment à rester vigilant et à ne pas refuser ces patients-là. Renseignez-vous autour de vous sur les réseaux. Il y en a presque partout en France maintenant. Et n'hésitez pas à vous lancer sur un détartrage. Vous pouvez faire un détartrage en 2 fois. Vous aurez la possibilité de le coter effectivement en 2 fois. Voilà. Après, par expérience, moi, je le cote qu'une fois, le détartrage, parce que ces patients-là, ils ont plus de tartre que la moyenne. Donc, très souvent, on fait un détartrage tous les 6 mois. C'est souvent le cas. Donc, faites attention de ne pas mettre tout de suite les 2 séances, parce que sinon, après, vous allez être bloqué pour faire un autre détartrage et vous n'aurez pas la possibilité d'appliquer votre dépassement, parce que quand c'est une consultation, c'est quand même moins bien coté, alors que le détartrage prend du temps, forcément, puisque c'est un acte plus complexe. Donc, personnellement, je le cote, je fais un détartrage plus le dépassement. Je trouve que ça couvre déjà le temps que je peux y passer, parce qu'un détartrage sur une personne handicapée, vous n'allez pas mettre une demi-heure, hein, vous allez rester 10 minutes, et au bout de 10 minutes, elle voudra se lever, évidemment. Alors, vous aurez mis 10 minutes pour l'asseoir, je suis d'accord, mais voilà. Les patients s'habituent à vous et acceptent de plus en plus de choses. C'est-à-dire que sur certains patients, vous allez faire moins de soins au début, et puis petit à petit, vous verrez que vous pourrez faire les petites choses qui sont nécessaires. Et si la prévention est bien mise en place, ben vous n'aurez que des petites choses à faire en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Connaître le réseau pour envoyer,
pour les choses que vous ne vous sentez pas de faire, comme décider s'il faut faire une endo ou pas, garder les dents ou pas. Il y a des décisions. Les réseaux sont aussi un appui pour prendre des décisions, justement. Parce que quand on est plusieurs sur un cas et qu'on a vu le cas et que chacun travaille main dans la main, eh bien, s'il y a le moins de soucis, on est soutenu par les autres qui travaillent avec nous. Je pense que le travail en réseau, c'est important aussi. Très Est-ce bien. que tu vois quelque chose que je devrais rajouter? Alors, peut-être, indiquer que la démarche que l'on doit suivre par rapport à notre logiciel pour pouvoir coter ces consultations spécifiques ou les suppléments. Moi, je pense que si vous avez une case handicap au début, il faut la cocher. Voilà, donc elle est bien recherchée au niveau de l'état civil de votre logiciel, là où vous rentrez les coordonnées administratives et puis vous faites passer la carte vitale. En général, vous avez une petite case où il y a marqué handicap et c'est à ce niveau-là qu'il faut que vous cochiez de façon à ce qu'après votre logiciel vous suggère la grille Apex et puis les consultations spécifiques. J'ai quelques questions. Tu peux peut-être quitter le diaporama et puis on Alors, faut arrêter le partage. voilà. Alors, je te les donne. Les personnes présentant des traitements anti-résorptifs osseux, type avec biphosphonate, denosumab, et ayant bénéficié d'une radiothérapie de la sphère buccale, entrent-ils dans les maladies systémiques modérées ou sévères? Oui, mais en même temps, oui, oui, carrément. Mais ce ne sont pas des patients, en tout cas de mon expérience, ce sont des patients qui demandent une prise en charge particulière. Alors, sauf si ils ont en plus Un un handicap. handicap type autisme, difficulté, etc. Oui, autrement oui. Mais si c'est que pour ça et qu'ils se comportent normalement sur votre fauteuil, non. On est typiquement dans la grille Apex qu'on ne répète pas quand le patient se comporte comme un patient normal et ne crée pas de difficultés particulières. Si par contre, quand ils arrivent, ils sont au fauteuil et que c'est difficile de les transporter, etc., oui, on peut avoir ça. Mais c'est quand même plus rare dans ce type de choses. Une petite précision à réapporter, je pense. Peut-on utiliser le code 4Y183 à chaque séance de soins, soit à chaque rendez-vous, c'est-à-dire pour Et à oui, chaque fois de soins différents sur plusieurs semaines? c'est un par séance, il suffit que le soin soit différent. Voilà. Aujourd'hui, je fais le détartrage, demain, je fais un composite sur À 16. voilà. N'hésitez pas à utiliser les vers ionomères. Ça, j'y pense comme ça. Les vers ionomères, oui, ils s'usent plus vite, c'est vrai. Mais ils ont quand même la capacité de prendre très très vite. Donc quand vous êtes un peu juste, le composite où il faut mettre la colle, le machin, des fois ça peut être compliqué quand même. Alors qu'un vers ionomère, ça va être beaucoup plus efficace, même si vous avez un peu de salive qui est passée. Moi, j'utilise beaucoup les vers ionomères même si s'use. Parce Très que bien. j'ai moins de reprises de caries dessous, j'ai les meilleurs résultats. Alors, un cas clinique, j'ai actuellement une patiente qui vient de devenir aveugle, très fragile émotionnellement. Je lui fais une couronne sur 14. J'ai le droit à ses suppléments. Est-ce que j'ai le droit à ses suppléments? Elle est accompagnée par son mari. Bien sûr, je prends plus de temps avec elle, mais je ne me sens pas autant légitime pour ces suppléments que pour d'autres D'accord. handicaps. Je viens de découvrir ce supplément possible pour la cécité. Ouais, vous avez tort, puisque le fait d'être aveugle nécessite d'être beaucoup plus attentif à vos paroles, parce que vous devez prévenir de tout acte que vous allez faire, parce que sinon elle va être surprise et ça va poser problème. Et vous dites vous-même qu'elle est obligée de venir avec un accompagnant, vous avez déjà coché 2 cases. Très bien. Et c'est normal que vous preniez plus de temps parce que vous devez tout expliquer avant de faire un aveugle. Alors, bien sûr, petit à petit, elle peut prendre confiance en vous. Et si elle vient souvent, elle aura moins besoin que vous fassiez cet effort, mais vous serez obligé de le faire à chaque fois quand même. Je serais assez étonnée que vous n'ayez pas à le faire. Et de toute façon, vous cochez l'accompagnant. Elle ne peut pas venir toute seule. Une question intéressante, est-ce que pour le supplément, est-ce que c'est le patient qui paie ou est-ce que c'est la Sécu? Est-ce qu'on fait un tiers payant? En fait, je me suis rendu compte que c'était variable, ça dépendait du statut du patient. Euh, la plupart du temps, ça passe en tiers payant. Mais quelquefois ça bloque.
mais c'est rare que ça pose problème. D'accord. Ça, en fait, c'est plutôt on suit un peu l'indication qui est faite par le logiciel. Logiciel, ouais. Ouais. Mais j'ai toujours été payée, j'ai pas de non-paiement là-dessus, en fait. Hmm. Mais tu veux dire de non-paiement par la caisse primaire ou par le patient? Soit la caisse, soit les tuteurs, soit les... Franchement, pour tout ce qui est établissement, par exemple, ils sont pas là, ils viennent pas avec les feuilles. Et Et est-ce que du la coup, feuille, et une le question tuteur... qui me vient comme ça, là, est-ce que, si c'est le tuteur qui paye, est-ce que, on doit premièrement, est-ce qu'on doit l'avertir? Et puis, est-ce qu'on doit lui faire un devis? Alors, pour les choses sous devis, oui, mais pas pour les soins. Ouais, même pour les soins, on n'a pas besoin de lui faire juste le prévenir qu'il y Alors, aura ce remboursé dépassement. en totalité. Ils vont être remboursés en totalité, les 100 euros Oui, sur... oui, oui. Très bien. Est-ce que donc une personne qui était arrivée un petit peu en cours en cours de webinar veut juste être faut-il utiliser les cotations 4Y uniquement lorsqu'il y a un handicap reconnu par la MDPH? Alors, ça nous aide bien, parce que quand la MDPH est intervenue, vous êtes tranquille. Ça veut dire qu'il y a un handicap reconnu, effectivement. Mais je vous mets en garde sur certains enfants. C'est très long d'avoir un handicap, notamment sur l'autisme. Il peut Sur être reconnu tardivement. Eh bien, avant qu'il y ait une vraie déclaration à la MDPH, ça peut durer 2, 3 ans des fois. Et ces enfants sont vraiment autistes. Mais vous n'avez pas besoin de la MDPH pour cela. Vous avez coché tous les autres. Hmm, Coché que la séance est régulièrement interrompue. Vous avez coché que il est accompagné. Vous avez coché que il a d'autres problèmes. Enfin, vous avez coché des choses, quoi. ouais. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Et en Et- plus, et- ils ont quand même une suspicion, c'est-à-dire qu'au niveau de leur dossier, il y a cette suspicion, et parfois, même souvent, ils ont une prise en charge par l'ergothérapeute, par l'orthophoniste, il y a quand même des gens qui vont déjà commencer à intervenir, et le médecin, donc vous avez quand même des billes, quoi. hmm. Voilà. Et Après, le il faut dépassement, pas mélanger avec les enfants, ouais. qui sont juste pusillanimes et pas sympas, quoi. Le dépassement, il est accepté dès que l'on a coché un encart modéré ou élevé. Un seul suffit. Mais pour les enfants, vous en cochez toujours deux. Oui, oui, mais en fait, il t'en faut au moins un. Oui, Hein, c'est ça. Hein. c'est ça. J'ai une patiente très phobique par rapport aux soins dentaires et qui souffre aussi de phobie sociale, mais sans handicap reconnu, mais avec une maladie systémique, thyroïde. Est-ce possible de coter le supplément 4Y par séance? Alors, c'est un peu limite, Ouais. mais grâce à sa thyroïde, oui. Après, là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, d'enfants qui peuvent être pas encore reconnus. Mais donc là, c'est une adulte, mais qui coche aussi pas mal de cases sur la grille. Donc, Oui, mais la phobie, normalement, elle rentre pas dedans. Par contre, un trouble de l'oralité pourrait rentrer dedans. Et malheureusement, beaucoup de nos phobiques ne sont pas identifiés correctement. Ils peuvent avoir des tendances autistiques ou des troubles de l'oralité. Sauf que le diagnostic, vous ne l'avez pas. Et là, vous êtes un peu en difficulté. Voilà. oui. Cette dame, elle a la chance d'avoir une ALD. Ça va passer. Mais la plupart n'en ont pas. Ouais. La plupart. Donc attention, hein, la phobie n'est pas reconnue. Donc ça, bien le Par préciser. contre, chez les personnes âgées, l'Alzheimer, la démence, oui, ça rentre dedans. Oui, parce que de toute façon, là, c'est leur maladie aussi qui fait Ah que oui, ils peuvent être encore plus phobiques. c'est ça. Les CEP, les Parkinson, ça rentre Mm. dedans. Mm. Est-ce que sous-âgé en milieu hospitalier, on peut compter le supplément 4Y ou est-il déjà inclus dans le forfait de prise en charge ambulatoire sous-âgé? Non, vous pouvez le coter. Il vient en plus. Oui. Hmm. Ok. Bah, sauf que vous le cotez qu'une fois, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais il Bah, vient. une fois à chaque séance. Oui, à chaque séance, mais pas à chaque acte. C'est ça Oui, que je oui, veux. oui. D'accord? Très bien. Eh bien, je pense que l'on a fait le tour des questions. Donc, je te remercie vivement, Anne. Ouais, merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.